Hola, muy buenos días y gracias por Bonjour conectarse a esta à sesión. toutes et à tous. Merci d'être parmi nous lors de cette séance de l'Organisation panaméricaine de la santé sur le COVID-19 dans la région des Amériques. Je suis Sébastien Olliel du département de communication de l'OPS et comme toutes les semaines, cette séance durera 1 heure. Comme Por correo vous le electrónico. savez, nous avons reçu vos questions par le courrier électronique et vous pourrez poser vos questions en direct et en cliquant sur le bouton Q et A. N'oubliez pas d'indiquer votre nom et vos médias et votre média dans vos questions. Je vous rappelle également que nous avons l'interprétation simultanée vers l'anglais, vers le portugais Vas dando et clic. vers le français, que vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez écouter en cliquant sur le bouton Interprétation. Aujourd'hui, la directrice de l'OPS, le docteur Carissa Etienne, vous parlera de l'évolution de la pandémie en Amérique et la situation de la vaccination contre le COVID-19 avec le docteur Etienne. Nous Subdirector de la nous avons OPS. aujourd'hui le docteur Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, le docteur Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires à l'OPS, le docteur Sylvain Aldigueri, directeur des incidents et coordinateur de la réponse au COVID-19. J'invite le docteur Carissa Etienne pour ses remarques préliminaires. Merci Sébastien et bonjour. Merci de nous rejoindre pour la conférence de presse de cette semaine. La semaine dernière, la région des Amériques a signalé plus d'1,1 million nouveaux cas de COVID-19 et juste un peu plus de 24 000 morts liés à ce coronavirus. L'Amérique du Nord, alors que le nombre de cas est en chute partout, les infections restent assez fortes dans le Midwest américain, de même qu'en Alaska. Au Canada, les cas sont également élevés dans les territoires du Nord-Ouest, où les taux d'infection sont 10 fois plus élevés que la moyenne nationale. En Amérique centrale, les cas continuent à un haut niveau au Belize, même si la plupart des pays connaissent une réduction continue des infections. Ces mêmes infections sont en chute libre aussi en Amérique du Sud, mais nous observons quand même des rebonds au niveau sous-national, par exemple. Les cas sont en augmentation dans la grande banlieue de Caracas, au Venezuela, et dans certaines parties les plus méridionales du Chili. Dans les Caraïbes, Barbados signale le plus grand nombre de cas et de morts liés à la COVID depuis le début de la pandémie, avec des infections qui ont été multipliées par 5 ce dernier mois. Les cas ont également augmenté en République dominicaine, en Haïti et dans les plus petites îles comme les îles Caïmans, Antigua-Barbuda et Anguilla. C'est la raison pour laquelle nous continuons à exhorter les pays à rester en alerte sur la diffusion du virus localement pour qu'ils puissent se concentrer sur le contrôle de ces flambées. Les mesures de santé publique sont toujours critiques pour contrôler la dissémination du COVID partout, surtout quand les stocks de vaccins sont encore limités. La semaine dernière, l'OMS a lancé une nouvelle stratégie ambitieuse avec l'objectif de vacciner 40% de la population d'ici la fin de l'année. Notre région a adopté la vaccination et 39% de la population a complété son schéma vaccinal contre la COVID en Amérique latine et dans les Caraïbes. C'est également encourageant de voir que 26 pays et territoires des Amériques ont déjà immunisé 40% ou plus de leur population. Mais ce n'est pas la réalité partout. Dans encore trop d'endroits, la couverture est bien inférieure. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je voudrais me pencher sur ces pays de notre région qui sont en retard et qui nécessitent une attention toute spéciale pour atteindre cet objectif des 40%. 6 pays de notre région n'ont pas encore atteint 20% de couverture de leur population. Nous parlons de la Jamaïque, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent et des Grenadines, d'Haïti dans les Caraïbes et du Guatemala et du Nicaragua en Amérique centrale. Dans tous ces pays, la disponibilité de ces vaccins
est un défi central à cause de la répartition inégale des doses. Mais chacun de ces pays doit affronter également des obstacles particuliers. En Jamaïque, par exemple, il y a eu des retards dans la fourniture. Au Guatemala, un manque de seringues a retardé les campagnes d'immunisation. En Haïti, les défis logistiques continuent à retarder le déploiement de la vaccination. Et dans les Caraïbes, la résistance au vaccin chez certains groupes de la population continue à être un problème. Comme je l'ai dit plus tôt, le vaccin va aider à en finir avec cette pandémie et l'OPS s'engage à soutenir chaque pays de notre région pour atteindre cet objectif et dépasser cet objectif de l'OMS. Nous travaillons dur pour accélérer les campagnes de vaccination dans notre région, y compris les doses qui ont été achetées par le mécanisme COVAX et qui sont issues de dons, surtout pour les pays où la couverture est encore basse. Nous soutenons la Jamaïque, le Guatemala et le Nicaragua pour qu'ils se préparent à recevoir les livraisons COVAX et bilatérales dans les semaines qui viennent. Ces derniers jours, nous avons accéléré la livraison d'un total de 1 300 000 doses qui ont été données par l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis et le Canada. Ces vaccins sont employés pour améliorer la couverture au Honduras, au Guyana, en Argentine et en Jamaïque. Nous sommes également contents de voir que des pays de notre région s'engagent et soutiennent leurs voisins en partageant les doses, alors qu'ils reçoivent plus ils en reçoivent plus. Donc, au fur et à mesure que ces doses arrivent, nous exhortons les pays à se préparer comme il faut pour que ces doses puissent être administrées le plus vite possible. Avec les leçons que nous avons apprises dans notre région, nous avons appris que le succès des campagnes de vaccination dépend de l'infrastructure en place pour pouvoir déployer ces campagnes. Donc, le temps est venu maintenant d'étendre les chaînes du froid et d'investir dans les systèmes de santé, surtout pour alors que les institutions financières et les donateurs ont exprimé leur volonté de soutenir les pays qui s'orientent dans cette voie. C'est également le moment de recruter et de former les professionnels de santé pour garantir que les vaccins puissent être administrés de façon rapide. Les travailleurs du domaine de la santé sont des sources fiables d'informations pour les patients, donc nous encourageons les pays, surtout ceux des Caraïbes, où la campagne de vaccination a été très politisée, de former leur personnel de santé à tout niveau pour qu'ils ceux-ci disposent de toutes les informations et puissent anticiper et répondre aux questions de leurs patients et les aider à comprendre le bienfait de ces vaccins. Pour terminer, pour être efficaces, ces campagnes de vaccination doivent être conçues en fonction des besoins particuliers de chaque population. Grâce au soutien généreux de l'Allemagne et de l'Union européenne, le Belize a réussi à organiser des campagnes de vaccination dans les endroits publics où les gens se rassemblent, comme par exemple les arrêts de bus ou les marchés. Nous avons vu combien les allocations des bons, même pour l'alimentation et le transport, arrivent à encourager les gens dans les zones éloignées ou rurales qui doivent voyager sur des lieux de vaccination et pour qui c'est difficile de le faire. En Bolivie, des campagnes au porte-à-porte auprès de leaders de communautés locales ont amélioré la couverture dans les communautés rurales et de petits virements bancaires ont également aidé les femmes enceintes à se faire vacciner. Au Brésil, nous avons vu les campagnes pendant les week-ends de vaccination en voiture et les influenceurs ont encouragé tout le monde, tous ceux qui étaient éligibles à la vaccination, à se faire vacciner. Ces stratégies adaptées vont être fondamentales pour atteindre ceux qui n'ont pas encore été atteints, pas seulement dans les pays où la couverture est encore basse, mais dans tous les coins de notre région. Une couverture vaccinale basse fait qu'on reste tous exposés. Il nous faut donc collaborer et nous soutenir les uns les autres pour que chaque pays des Amériques
puisse atteindre ou dépasser ce seuil de 40% de vaccination d'ici la fin de l'année. Les actions que nous allons prendre pendant les 3 prochains mois, vont nous aider à sauver des vies, à nous faire utiliser le mieux possible les fournitures dont nous disposons et vont déterminer la manière dont 2022 va se dérouler. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Las preguntas Nous passons y maintenant aux questions et aux réponses que nous avons reçues de votre part par courriel et nous recevons également vos questions à travers le bouton Q&A. N'oubliez pas d'indiquer votre nom et votre média dans vos questions. Nous avons quelques questions liées aux troisième doses de vaccins qui nous viennent de Emilia, de Mariela, Bella, de Canal 7 au Pérou et également d'autres questions qui nous ont été posées par le Venezuela. On nous demande sobre la aplicación quelle est la position de l'OPS-OMS sur les troisièmes doses en tenant compte est-ce que ceci concerne tous les vaccins ou seulement Sinovac et Sinopharm? Doit-elle être appliquée, cette troisième dose, y a partir à de qué toute la edad population ou seulement à certains secteurs? Et à partir de quel âge et quand est-ce que l'attribution de la troisième dose devrait être appliquée? Dr Barbosa, merci beaucoup pour cette question. Lorsque je réponds à des questions sur la recommandation d'application de dose, nous suivons les recommandations d'un groupe d'experts. Ce groupe stratégique d'experts en vaccins de l'OPS, de l'OMS. Ce groupe s'est réuni pendant 4 jours et ont émis des recommandations au sujet de la troisième dose pour les vaccins. Les recommandations que, si je peux vous le dire, c'est rapidement, c'est qu'il y a une recommandation pour que tous les vaccins qui ont l'autorisation d'utilisation d'urgence de l'OMS doivent être administrés aux personnes qui ont une immunosuppression modérée ou grave, ceux qui ont un cancer actif, ceux qui ont une transplantation d'un organe quelconque, par exemple, qui doivent prendre des médicaments pour diminuer l'activité du système immunologique. Et c'est pour cela que ce sont des personnes qui présentent des problèmes d'immunodéficience. Et également les personnes qui sont atteints par le sida, VHS, sida, et ceux qui ont des problèmes du système épidémiologique. Uniquement pour ce groupe, le CJ, qui est ce groupe d'experts, recommande l'application de l'administration de la troisième dose du vaccin pour l'utilisation d'urgence. Cette troisième dose, de préférence, doit être administrée. Il est nécessaire d'administrer le même vaccin qui a été administré pour la première et deuxième dose. Dans le cas où il n'y aurait pas ce troisième vaccin, un autre vaccin pourrait être administré en tant que troisième dose. Il n'y a pas de problème concernant la sûreté de cette troisième dose. Il y a une autre recommandation concernant les vaccins Sinopharm et Sinovac. En revoyant et révisant les données en Amérique latine au sujet de ces deux vaccins, il se trouve que la protection que fournit ces vaccins aux personnes âgées est moindre que pour les adultes jeunes. Par conséquent, il y a des recommandations spécifiques qui concernent ces vaccins Sinovac et Sinopharm qui, outre d'être utilisés chez des personnes qui présentent une immunodépression, il faudrait également commencer à administrer la troisième dose chez des personnes âgées qui ont déjà reçu
le vaccin Sinovac ou Sinopharm, c'est-à-dire les personnes âgées également qui ont une comorbidité au-delà des 70 ans. Mais il faut toujours dire qu'il y a une couverture d'accès dans la région importante. Donc, le CJ recommande que la priorité doit être d'atteindre la couverture complète avec les 2 doses chez tous les groupes prioritaires. Les pays qui n'ont pas atteint la protection des groupes vulnérables doivent continuer à appliquer la première et la deuxième dose avant d'administrer la 3e dose. Voici les recommandations des groupes d'experts de l'OMS. Et ils transmettent ces informations au pays pour qu'ils mettent en place ces recommandations. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Melina Ochoa de la ville de Mexico. Elle dit, il y a un mois, l'OPS a 10 semaines où diminue les transmissions. Elle demande si en hiver, au mois de décembre, est-ce qu'il pourrait y avoir une reprise Dice sí, de ceci. Et elle demande si les personnes non vaccinées pourraient-elles favoriser l'émergence de nouveaux variants du virus du SARS-CoV-2. Docteur Aldigueri, merci pour cette série de questions. Ces 2 questions qui sont tout à fait différentes. Pour répondre à votre première question, en termes de mortalité, à un niveau élevé, le nombre de décès est en train de chuter d'une manière régulière lors de ces 4 dernières semaines. Concernant les aspects qui concernent le changement de saison, c'est-à-dire l'hiver, l'hiver est propice à l'augmentation des cas, par exemple, d'influenza. Mais néanmoins, il y a en outre, ceci correspond aux fêtes de fin d'année qui sont propices à une transmission plus élevée à cause de la mobilité humaine des virus du SARS-CoV-2. Le réseau Sentinella, qui comprend presque 500 sites de surveillance, est active pour détecter en temps opportun l'émergence de cas. Et le centre d'influenza qui se situe à Indre partage les informations d'une manière régulière avec l'OPS. Concernant la surveillance génomique qui concerne la deuxième question que vous m'avez posée, il est important de dire que le Mexique a séquencé presque 30 000 génomes complets du virus SARS-CoV-2 et que tous ces séquencements ont été reportés. Je voudrais dire que maintenant, la semaine épidémiologique 38, qui sont les dernières entrées dans la base de données, le variant Delta prédomine au Mexico avec 95% des séquencements à un niveau fédéral. Il est important de rappeler que tandis que la réplication du virus se produit davantage, il y a plus de possibilités pour provoquer des variants. C'est pour cela qu'il faut conserver toutes les mesures de protection et de contrôle, y compris la vaccination, non seulement pour diminuer la transmission de personne à personne, mais également de diminuer le risque d'hospitalisation. J'espère avoir répondu aux questions de Melina Ochoa. Merci, merci, docteur. Et notre prochaine question nous vient de Vanessa Davis de Contrapunto au Venezuela. Elle demande si la stratégie contre le COVID-19 au Venezuela est-elle modifiée par l'apparition de cas humains de fièvre jaune, et elle demande aussi si la lutte contre la fièvre jaune doit être prioritaire par rapport au COVID-19 et quelles sont les conséquences pour la population de la circulation du coronavirus avec la circulation du virus de la fièvre jaune. Docteur Ugarte, merci Sébastien, merci Vanessa pour ces questions et je vais demander au docteur Sylvain Aldigueri
et qu'il réponde à la deuxième partie de ma réponse, qui concerne certains détails de la fièvre jaune. En ce qui concerne la stratégie de la réponse au COVID-19, ces dernières semaines, on a observé une augmentation de cas au Venezuela, surtout dans certains États où les services de santé sont surchargés de patients et dans d'autres États où la tendance de la transmission a augmenté et cela change d'un État à l'autre. Par exemple, ces dernières 24 heures, le Venezuela est un des pays qui a notifié une augmentation des cas dans la région. Et la réponse au COVID-19 doit être signalée lorsqu'il y a une augmentation du COVID-19 et en même temps avec une augmentation pour les soins de santé, comme par exemple la poussée de la fièvre jaune. Et c'est pour cela que dans ces endroits, il est important de renforcer le réseau de santé et les mesures de protection de la population pour réduire la transmission. Et il y a le besoin de mettre l'accent sur ces régions où les services de santé ont une augmentation concernant les demandes dans des régions où il y a eu des signalements de fièvre jaune. C'est un processus où il est nécessaire de signaler tous les cas. La réponse qui a été réalisée dans, par exemple, les communes de Mouniac sont en coordination avec les autorités locales et nous sommes en train de mettre en œuvre des actions conjointes pour réduire la poussée. La réponse en général est donnée conformément aux risques. Et dans ce sens, la fièvre jaune et le COVID-19 doivent être abordés spécifiquement dans toutes leurs dimensions particulières sans diminuer la réponse au COVID-19. Sur certains détails concernant la fièvre jaune, je demande au docteur Sylvain qu'il réponde à ces questions. Merci, docteur Ugarte. Il est important de mentionner en premier lieu que le Venezuela est un des 13 pays pour la fièvre jaune. Dans ce cas, les cas humains signalés par le ministère de la Santé au Venezuela s'inscrivent dans un contexte d'une vague chez des singes qui ont été confirmés dans des territoires de Monaghan et dans le nord également du Venezuela. Et nous nous référons à une transmission sauvage. Je voudrais mettre l'accent sur la collaboration étroite entre l'OPS, nos équipes et les autorités nationales concernant des aspects de renforcement de la surveillance de la fièvre jaune chez des humains et également chez des primates tels que les singes. Par des informations qui nous ont été livrées par des instituts vénézuéliens, ils sont en train d'élargir les réponses. Cette situation a été signalée par le laboratoire international et également par l'OPS lors d'une mise à jour de la situation épidémiologique sur sa page web. Et nous mettrons à jour ces informations lorsque cela se fera nécessaire. J'espère avoir répondu à la question du docteur Ugarte. Merci beaucoup à tous les deux. La question suivante nous vient de Ana Herrero du Washington Post sur le chat. Il dit qu'hier, le gouvernement cubain a garanti qu'ils ont approfondi l'échange d'informations sur leurs vaccins avec l'OPS et ont garanti qu'ils ont montré les résultats et demandent si l'OPS a reçu les informations nécessaires au sujet des vaccins de Cuba et si les vaccins cubains sont en train d'être révisés par l'OMS et par l'OPS. Merci pour cette question. Oui, il est vrai que l'OPS est en train de dialoguer avec les producteurs de vaccins au Cuba, avec le département de préqualification du département
de vaccins de l'OMS. Il est très important pour nous que tous les vaccins contre le COVID-19 puissent participer au processus d'appel d'offres pour le mécanisme COVAX et pour prendre en compte des vaccins locaux. L'OPS ne peut les prendre en compte que s'il a l'autorisation d'utilisation d'urgence qui est octroyée par l'OMS. Donc, nous sommes déjà en conversation avec les producteurs de vaccins de Cuba. L'OMS, pour sa part, est en train de partager des informations avec les producteurs de Cuba, tout ce qui est nécessaire pour répondre à ce qui est demandé pour les vaccins. Donc, ce n'est pas l'OPS qui révise, l'OPS soutient l'échange, mais les producteurs de vaccins de Cuba ou de n'importe quel autre pays doivent présenter les documents et les informations qui sont des informations standards qui sont exigées à tous les producteurs de tous les pays pour que l'équipe de préqualification de l'OMS puisse revoir ces informations et à la fin pouvoir octroyer l'autorisation d'utilisation d'urgence. Nous allons continuer à soutenir ce dialogue entre les producteurs de Cuba et l'OMS pour que les processus d'autorisation puissent continuer à aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci, docteur. Les questions suivantes nous viennent de Andrea Hamilton de Media en anglais. Plusieurs pensées contre le COVID-19 et d'autres qui vont se généraliser. Elle demande également, est-ce qu'on peut fournir une caractérisation de l'état de santé des Caraïbes depuis 18 mois de la pandémie et comment les Caraïbes, comment ils luttent, quelle est la situation dans cette lutte contre la pandémie. Docteur Adeguiri, merci beaucoup pour cette série de questions. Ces questions couvrent des aspects qui sont très différents les uns des autres. Pour ce qui est de médicaments antiviraux nouveaux qui viennent d'être développés par le laboratoire Merck, les informations très limitées qui ont été partagées il y a quelques ans, cela semble très prometteur. Mais jusqu'à présent, l'OPS n'a pas reçu beaucoup d'informations détaillées sur les études les plus récentes. C'est la raison pour laquelle nous avons hâte de procéder à une première évaluation par les autorités sanitaires, par le FDA aux États-Unis, et la publication des données par les chercheurs de Merck pour pouvoir commencer notre processus d'évaluation et des débats éventuels, y compris donc des recommandations de gestion médicale pour la COVID-19. Maintenant, pour ce qui est de la dynamique de la pandémie dans les Caraïbes en général, veuillez prendre en compte en premier la grande diversité de la transmission en fonction du pays ou du territoire des Caraïbes dont on parle. Deuxièmement, les pays des Caraïbes continentales, dans la ceinture des Guyanes, sont liés à la dynamique du bassin amazonien. Et là, je parle des Guyanes, du Suriname et de la Guyane française. Donc, il y a deux groupes différents de pays pour ce qui est de la situation sanitaire. Ce que nous pouvons dire, c'est que la plupart des pays insulaires des Caraïbes, au cours de 2020, ont été relativement protégés de la transmission communautaire grâce à la mise en place de mesures sanitaires publiques strictes et de restrictions de voyage. Malheureusement, ce contexte ne s'est pas prolongé en 2021. Pour l'instant, et avec très peu d'exceptions, tous les pays des Caraïbes signalent une transmission communautaire. Et, par exemple, dans les pays des Caraïbes orientales, les services de santé ont été ou sont toujours débordés par l'entrée de patients qui ont besoin d'entrer en réanimation. Un autre
grands défis que les Caraïbes doivent relever, les pays anglophones et les pays francophones et les territoires des Caraïbes, c'est la résistance au vaccin. Même si certains territoires des Caraïbes sont en tête pour ce qui est de la couverture vaccinale, on peut quand même affirmer que le rythme de la vaccination n'est pas optimal dans la plupart des pays de la zone. Donc, les gens étaient éligibles à la vaccination et à qui on offre la vaccination devraient en profiter. C'est un moyen de se protéger soi-même de formes graves de la maladie et de protéger les autres, ses proches et sa communauté. J'espère avoir répondu aux inquiétudes du journaliste des îles Turques et Caïcos. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Salero du journal El Salvador, qui, Nancy, nous demande sur la situation en Haïti, comment se présente-t-elle compte tenu des problèmes politiques et humanitaires, mais aussi des journées de vaccination contre le COVID-19 en Haïti. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, Nancy Salguero. La situation politique en Haïti continue à être tendue et a eu des impacts sur les efforts du gouvernement, de l'OMS et tous les partenaires en termes des efforts pour la vaccination et ainsi des équipes de vaccination. Nous avons 7,2 depuis quelques mois. La livraison des médicaments et des équipes médicales dans ces zones qui ont été touchées par le tremblement de terre sont constamment empêchées par les blocages sur les routes qui mènent à Port-au-Prince, ainsi que par la pénurie des carburants. Mais néanmoins, les équipes de terrain de l'OPS et les départements continuent à être actifs, fonctionnent et travaillent étroitement avec les autorités locales pour pouvoir fournir de l'aide directe à la population vulnérable et pour soutenir tous les centres de santé dans ces zones touchées. Je voudrais dire que l'on a réussi à mobiliser d'importants déploiements de soutien à la santé, par exemple des équipes médicales d'urgence ou des ressources humanitaires qui ont été déployées dans les zones les plus touchées, qui ont pu apporter des soins de santé et établir également du soutien en ce qui concerne les médicaments et la vaccination. Concernant la vaccination contre le COVID-19 a été touché par ces questions de sécurité, surtout dans la région de la capitale Port-au-Prince. Ces dernières semaines, l'OPS a aidé les ministères de la Santé pour aider les centres de vaccination dans le pays entier pour accélérer l'administration du vaccin et jusqu'à présent, ces efforts avec la campagne de communication en masse a montré une augmentation de la vaccination quotidienne. L'autre question était en anglais. Présent, 95 vaccins de ce vaccin ont été endossés, 26 000 deuxièmes doses. Le ministère de la Santé augmente son action avec des nouveaux sites de vaccination dans tout le pays. Il y a plus maintenant sites de vaccination 120 sur les territoires haïtiens. Donc, c'est important, c'est un progrès. Nous attendons que la vaccination va augmenter pour contrer également les restrictions et la résistance au vaccin. Une stratégie de communication nationale a été ficelée par le ministre de la Santé et va être mise en place avec l'aide de l'OPS, de l'UNICEF et d'autres partenaires de santé. Merci. Docteur. Próxima pregunta. Docteur, la question suivante nous vient de Raissa Santos de Question en anglais de Health Policy Watch. 600 000 morts du COVID au Brésil. Pourquoi le Brésil connaît
un si fort taux de décès. Nous avons une autre Et question nous avons une autre liée. question. Pourquoi les morts sont si fortes dans tant de pays? Que peut-on faire pour les réduire? Docteur Etienne, laissez-moi vous remercier pour cette question. Malheureusement, la première vague de COVID-19 au Brésil a été très large. Elle a touché non seulement de grandes villes, mais des zones rurales éloignées. Et avec l'augmentation des cas, les services de santé ont été submergés. Avec la deuxième vague au Brésil, qui a été augmentée par la diffusion du variant P1 ou gamma, les services de santé publique ont été encore plus submergés et il n'y avait pas suffisamment de professionnels de santé ou de lits d'hôpital pour traiter les cas. C'est une situation qui s'est également produite dans d'autres pays avec il y avait un grand nombre de cas et de morts. Et jusqu'à l'arrivée des vaccins, notre meilleure réponse était d'appliquer les mesures de santé publique qui ont fait leurs preuves, comme la distanciation sociale, un usage répandu des masques faciaux et l'évitement d'endroits trop peuplés ou d'espaces en interne. Et ces mesures sont toujours importantes. Nous avons également appris des leçons sur la manière de concentrer notre réponse dans des zones qui ont un fort taux de transmission. Les autorités de santé publique au niveau national peuvent fournir une réponse rapide au niveau local en déployant par exemple des équipes médicales d'urgence pour soutenir les services de santé locaux dans des endroits où il y a des poussées de cas. Avec un meilleur système de veille et de meilleures données pour suivre ce qui se passe dans des secteurs précis, les pays peuvent se centrer sur la détection précoce de foyers d'infection où les cas se diffusent rapidement et une réponse rapide combinée avec une mise en place rigoureuse de mesures de santé sociale et de mesures barrières qui permet d'éviter d'être submergé. Plusieurs pays ont également signalé une augmentation des cas chez les plus jeunes et nous pensons que c'est lié à la plus grande exposition et l'absence de vaccination de ces groupes d'âge. Cette augmentation de cas a conduit à des augmentations du nombre d'hospitalisations, autant dans les services d'urgence que dans les autres services. Pour justement gérer ces augmentations de la consommation de fournitures critiques comme l'oxygène, les médicaments pour l'intubation, l'équipement de protection personnelle et d'équipements comme les pompes de perfusion, les services de santé doivent se concentrer sur ces foyers d'infection où les cas et les morts sont en augmentation. Donc, nous réitérons que la vaccination est importante, mais les campagnes de vaccination contre la COVID-19 ne suffisent pas en elles-mêmes pour prévenir la transmission du SARS-CoV-2, surtout chez les populations qui ne sont pas encore éligibles à cette vaccination. Donc, nous continuons à demander aux pays de bien vouloir maintenir ces mesures barrières en fonction de leur situation épidémiologique particulière. La próxima pregunta. Docteur Etienne, la question suivante nous vient d'Alessandra Ferreira du Brésil et elle Question demande en anglais, quelle est la projection pour la vaccination que vous pouvez nous fournir pour l'Amérique latine et les Caraïbes pour 2022? Merci pour cette question. Et comme c'est une question en Brésil et que la question est en portugais, je vais répondre en portugais pour qu'ils puissent utiliser l'audio original. Merci beaucoup pour cette question. Il est si difficile de faire une projection pour 2022 parce que, telle que notre directrice, le Dr Carissa Etienne l'a dit au début de cette conférence de presse, nous avons encore 6 pays des Amériques qui n'ont pas encore atteint les 20% de couverture vaccinale, qui n'ont pas réussi à protéger les groupes les plus vulnérables, qui ont plus de risques de mourir et d'avoir des formes sévères de COVID-19. Seulement 9 pays des Amériques ont vacciné plus de 50% de leur population
en ce moment et seulement 3 pays, le Chili, l'Uruguay et le Canada, ont déjà vacciné plus de 70% de leur population. Nous nous trouvons par conséquent dans une situation, comme nous l'avons toujours renforcé lors des conférences de presse, que l'accès équitatif au vaccin est un des problèmes les plus graves qu'il nous faut résoudre pour que les pays puissent sortir, puissent contrôler la transmission et sortir de la pandémie le plus rapidement possible. L'Organisation panaméricaine de la santé a travaillé, que ce soit pour accélérer les livraisons à travers le mécanisme COVAX, que ce soit également pour faciliter les dons qui ont été essentiels pour que lors des mois d'août et de septembre, les pays des Amériques aient plus l'accès aux vaccins et également à travers l'achat direct, à travers le fonds renouvelable de l'OPS, que les pays peuvent avoir accès. Nous voulons que ceci ait lieu de la manière la plus rapide possible, mais nous avons besoin encore de beaucoup plus de messages. Le message est important. Si nous voulons qu'en 2022, nous souhaitons avoir la pandémie contrôlée, les mesures de santé publique sont nécessaires en premier lieu. En deuxième lieu, élargir et augmenter la vaccination le plus rapidement possible à travers une distribution plus équitable à travers les pays du monde. Merci de cette question. Merci beaucoup, docteur. Là, les questions suivantes sur le Nicaragua. Et nous avons dans le QA également Clevin Romero de Confidencial, Lidia Lopez de La Prensa et d'autres journalistes qui nous demandent si le lundi, s'il y aura une livraison de vaccins au Nicaragua à travers le mécanisme COVAX, mais que ce n'est pas arrivé. Ça aurait dû arriver le lundi dernier. Est-ce qu'il y a eu des empêchements? Et si c'est ainsi, est-ce que la livraison a été revue et pour quand? Demande également qu'est-ce qu'il manque pour que le Nicaragua puisse identifier la circulation des variants si les autorités ont reporté ou ont signalé ces choses-là à l'OPS. Merci, docteur Ugarte, merci pour cette question. Il y a eu un retard concernant la livraison, cette livraison de COVAX, et nous sommes en train de déployer tous les efforts pour que les vaccins puissent arriver dans la semaine du 18 octobre. Comment est-ce que ce retard pourrait toucher la vaccination? Alors, l'OPS déploie des efforts pour voir quels sont les pays qui pourraient envoyer des vaccins au Nicaragua. Nous remercions dans ce sens Honduras qui a envoyé des vaccins ou qui va envoyer des vaccins au Nicaragua. C'est la solidarité vraiment est une des valeurs de l'OPS. Nous continuons à chercher des solutions pour de la coopération entre les pays pour pouvoir fournir des vaccins et atteindre les objectifs en commun, aussi bien le Nicaragua que d'autres pays qui ont une couverture très basse pour la vaccination contre le COVID-19. Nous espérons atteindre des résultats positifs. Concernant les variants, je voudrais répéter ce que nous avons déjà dit et informer que le Nicaragua a reçu tout le soutien nécessaire de l'OPS et nous avons informé par le ministère de la Santé que le rapport sur les variants, nous espérons recevoir ce rapport le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci, docteur. Nous avons maintenant plusieurs questions en espagnol et en anglais liées aux variants Delta. Manuel Lima de Eje Central au Mexique, il a dit qu'il y a des rapports du Royaume-Uni et du Danemark et du Canada dit que le variant Delta est non seulement plus contagieux, mais produit également une maladie plus grave. Quelle est la position de l'OPS à ce sujet? De Helmine de The Guardian. Trayvon Tolman en Trinidad et Tobago, à Trinidad et Tobago, il y a eu une détection significative du variant Delta et cela correspond à une augmentation du nombre d'enfants qui sont hospitalisés atteints par la COVID-19.
Est-ce que les enfants sont moins résistants au variant Delta? Et si c'est le cas, pourquoi? Docteur Deguerre, est-ce que vous pourriez répondre à ces deux questions? Oui, je vais commencer par la question de Trinidad et Tobago. Et je dirais que le docteur qui m'a précédé a déjà répondu partiellement à cette question. Plusieurs pays ont signalé une augmentation des cas chez les plus jeunes liée à une exposition plus élevée et l'absence de vaccination dans ces groupes. Nous savons que les groupes d'âge plus âgés sont généralement suivent un peu plus les mesures barrières, respectent la distanciation sociale et se font plus vacciner, y compris aux Caraïbes. Il est également important de mentionner que si un variant particulier devient prédominant, comme le variant Delta dans la plupart des Caraïbes, c'est le variant que nous allons découvrir qu'il affecte plus la population, même si il est asymptomatique ou dans les cas bénins. Maintenant, pour ce qui est de la question Maintenant, pour répondre à mexicaine la question sur du Mexique, les, sur les rapports du Royaume-Uni et du Danemark, les remarques au nous Canada, sommes, au Royaume-Uni et au nous Danemark, nous sommes, essayons de trouver des nous sommes en preuves train de qui voir les différents prouveraient variants qui ont été les, publiés ces ou informations qui qui ont été sont, publiées ou qui sont en malgré circulation. Même si, el aumento de la hospitalización y la mortalidad. il y a des données qui ont été reportées sur la mortalité causée par des variants de préoccupation. Néanmoins, il y a beaucoup de différences entre les vagues épidémiques qui sont difficiles à être ajustées. Il y a beaucoup d'informations importantes qu'il n'est pas facile d'obtenir parce que le rapport entre la cause et l'effet ne peut pas être donné uniquement à travers ces études. Il est sans aucun doute que la sévérité des variants scientifiquement, il n'y a pas de doute que cette importance et que cette évidence est en train d'augmenter. Et bien que les évidences montrent qu'il y a une possibilité d'hospitalisation plus importante concernant les variants alpha, delta et gamma, mais nous n'avons pas d'études qui soient conclusives. Il est important de dire que plusieurs modèles animaux montrent d'une manière consistante qu'il n'y a pas d'augmentation concernant la virulence d'aucun de ces variants alpha, bêta et delta. Ainsi, je pense que le point ici le plus important qu'il faudrait signaler, c'est que la prévention à travers la mise en œuvre stricte des mesures de protection et de contrôle en santé publique, y compris bien évidemment la vaccination, doivent être conservées pour éviter la transmission indépendamment de la virulence potentielle de n'importe quel variant. J'espère avoir répondu aux deux questions qui m'ont été posées. Merci. Merci, docteur. Les questions suivantes liées au Venezuela, surtout sur la vaccination au Venezuela, nous vient de Paola Martinez et sur le chat aussi nous demandent. Ils veulent savoir si COVAX enverra des vaccins Sinovac et Sinopharm pour la troisième dose au Venezuela. Quand est-ce que cette attribution est prévue d'après le mécanisme COVAX? Et si oui, quand est-ce qu'elles vont arriver? Et si l'OPS sait ou pas que le gouvernement a commencé l'application et la distribution des vaccins Sinovac et Sinopharm. Merci, Dr Ugarte, merci pour cette question. L'OMS, à travers du groupe d'experts contre l'immunisation, revoit les informations
envoyés au sujet des vaccins et qui sont listés comme ayant l'autorisation d'utilisation d'urgence. Et dans ce sens, jusqu'à maintenant, la recommandation principale et continue à être à pouvoir obtenir une couverture élevée conformément aux vaccins disponibles. Et nous espérons que ces doses continueront à arriver aux pays qui ont une couverture très basse. Et en suivant les recommandations de l'OMS et l'OPS pour une dose supplémentaire, qui devrait être administré sur les personnes âgées et ceux qui ont des comorbidités, on continue à chercher des mécanismes pour répondre aux recommandations qui se basent sur la disponibilité des vaccins qui continue à être très basse, malheureusement. En ce qui concerne la prévision de la livraison de vaccins, je voudrais dire que nous cherchons des options de livraison et pour que les vaccins arrivent le plus tôt possible au Venezuela. Le Venezuela a été compris comme un des pays prioritaires pour la livraison des vaccins. Donc, dès que nous aurons la possibilité de vol, etc., nous travaillerons rapidement pour mobiliser ce vaccin et qu'elle puisse arriver au Venezuela. En ce qui concerne l'application, la Sinovac, nous sommes en train de voir quels sont les vaccins disponibles et on a commencé la vaccination, l'administration des vaccins. Nous ne pouvons pas encore dire où on en est, mais néanmoins, il est important que le pays ait des doses et que le système de vaccination et toute la chaîne de froid et le processus de vaccination soient en train d'être mis en œuvre pour pouvoir atteindre les objectifs nationaux. Et nous espérons par conséquent que nous obtiendrons des informations rapidement pour que la population puisse être informée au sujet de l'administration des vaccins. Nous avons plusieurs questions liées à la vaccination chez les enfants. Mélina Ochoa nous demande: est-ce que le Mexique a demandé au secrétariat de la santé de vacciner tous les enfants de moins de 18 ans? Les enfants et les adolescents devraient être considérés, d'après eux, comme des personnes vulnérables au COVID-19 pour la rentrée scolaire. Elle demande qu'est-ce qu'en pense l'OPS à ce sujet, et Gerson Coyard du Commercio au Pérou dit que le Pérou a un protocole pour vacciner les enfants de 12 à 18 ans avec le vaccin Pfizer, et devrait savoir quelles sont les recommandations de l'OPS, baisser l'âge ou alors pouvoir atteindre les adultes non vaccinés. Docteur Barbosa, merci pour ces questions qui sont très importantes. Il est certain que chaque pays a son système en ce qui concerne la justice et la décision judiciaire dans tous les pays. Et d'après les évidences que l'on a, je pense que ceci est très important pour que les décisions des juges puissent être prises à partir des évidences obtenues. Je pense que les stratégies pour la vaccination doivent continuer à avoir lieu et doivent suivre les connaissances et les stratégies utilisées. La stratégie que l'OPS et l'OMS ont recommandée depuis le début, c'est d'abord de vacciner les plus vulnérables, parce que c'est la première tâche des vaccins qui consiste à sauver des vies, commencer par les personnes âgées, par les adultes qui sont porteurs de maladies chroniques, vacciner le personnel soignant et à partir de là, continuer à vacciner les adultes. La vaccination des adolescents n'est pas quelque chose de prioritaire parce que pour les adolescents et les enfants, comme nous l'avons toujours dit, et les données que nous avons prouvent ceci, ce ne sont pas les groupes les plus vulnérables concernant les cas sévères et les décès provoqués par le COVID-19. Nous avons déjà des vaccins approuvés par l'OMS pour être administrés chez des adolescents de 16 à 18 ans. Ce sont les vaccins de Pfizer et de Moderna
Moderna. Les pays qui ont déjà atteint et complété la vaccination des groupes prioritaires peuvent commencer à vacciner les adolescents. D'abord, les adolescents qui présentent une maladie et qui peuvent avoir plus de risques pour développer des cas sévères, et puis surtout les adolescents. Ceci est une décision que chaque pays doit prendre, mais il est important de continuer à conserver les priorités, c'est-à-dire d'abord vacciner toutes les personnes âgées, puis tous les adultes, et à ce moment-là, commencer à vacciner les adolescents. Ceci est important parce qu'un scénario de vaccins limité, si nous ne suivons pas les stratégies des plans nationaux, nous pouvons commencer à vacciner des groupes qui ne sont pas prioritaires et oublier de vacciner des personnes qui ont des maladies chroniques ou qui sont prioritaires et qui ont des risques de décès. Donc, il est très important de continuer à appliquer les stratégies que le ministère de la Santé ont adoptées basées sur les recommandations de l'OMS-OPS. Merci, docteur. Nous arrivons à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Une autre question que Gerson Koyave de El Comercio Pérou. Il demande, le Pérou a dépassé les 40% de la population cible à vacciner et demande si l'OPS a une prévision quand l'épidémie serait contrôlée dans la région. Docteur Etienne. C'est une question très importante. Dès le début, soyons très clairs que le cours de la pandémie de la COVID-19 sur le continent américain est plein d'incertitudes. Nous avons tracé 3 scénarios possibles pour le futur et nous partageons ces études avec la Commission des Nations Unies économique pour l'Amérique latine et Caraïbes, la CEPALC, dans un rapport conjoint sur la crise de santé prolongée et son impact sur la santé, l'économie et le développement social. Ces scénarios dépendent très largement de 2 facteurs qui sont liés, la mise en place des mesures de santé publique et la dynamique de la couverture vaccinale. Donc, détaillons ces 3 scénarios. Le scénario A, c'est celui dans lequel la couverture vaccinale est basse et que les mesures de santé publique et les mesures barrières ne sont pas suffisamment respectées. Et dans ce scénario, nous nous attendons à de forts taux de transmission communautaire qui devraient continuer et conduire à des forts taux d'hospitalisation et de décès. Dans le scénario B, les pays arrivent à faire respecter les mesures de santé publique et les mesures barrières, ainsi que les mesures sociales, mais ce sont des pays dans lesquels la couverture vaccinale est encore basse. Donc, il y aura des pandémies périodiques et des cas d'hospitalisation et de mort. Et une alternative à ce scénario B, c'est que des pays dans lesquels la couverture vaccinale est élevée, mais où les mesures de santé publique, les mesures barrières ne sont pas bien respectées, avec des flambées périodiques. Donc, de cas. Le meilleur résultat, ce serait celui du scénario C, où les mesures barrières sont maintenues et respectées et suivies d'un fort taux de vaccination qui génère une situation dans laquelle les hospitalisations et les décès se réduisent avec le temps. Et pour atteindre ce meilleur scénario, le scénario C, il nous faut un accès équitable en temps utile et à bas prix aux vaccins contre la COVID-19 et les fournitures qui y sont liées, y compris la chaîne du froid et les seringues. Nous avons besoin d'une mise en place de programmes de vaccination nationale efficaces. Cela requiert des ressources financières à tout niveau d'opération, y compris du personnel pour gérer tous ces programmes de vaccination. Les facteurs socio-économiques et politiques jouent également un rôle, bien sûr, pour savoir dans quel scénario on se trouve. Les pays qui sont plus pauvres et où l'exclusion sociale est plus forte ne sont peut-être pas capables de mettre en place ces mesures barrières et des pratiques, par exemple, de lavage des mains, aussi bien que les pays plus riches. Les facteurs de comportement et les facteurs culturels peuvent jouer également pour l'acceptation du vaccin.
la désinformation sur les vaccins, les conflits sociaux et évidemment aussi des catastrophes naturelles vont jouer un rôle pour déterminer le cours de la pandémie ces prochains mois et ces prochaines années. Sans une action concertée et opportune, il y a encore une possibilité que la COVID-19 devienne endémique, malheureusement. Et c'est la raison pour laquelle l'OPS défend et nous mettons en place des mesures pour un accès équitable et rapide aux vaccins pour toutes les personnes éligibles à cette vaccination. C'est pour la raison que nous exhortons les gens à se faire vacciner dès que possible. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons à vous qui nous écoutez à respecter les mesures barrières et les mesures sociales prises. C'est l'affaire de tous. À chacun de faire son rôle, jouer son rôle pour se protéger, protéger sa communauté et pour la reprise du développement économique de nos pays, de notre région. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette conférence de presse. De la session de hoy. Merci, Dr. Etienne. Nous sommes arrivés à la fin de notre séance. Je voudrais vous faire une annonce avant de nous quitter. Demain, jeudi, à 10 heures, heure horaire de Washington, nous aurons une autre conférence de presse avec la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes avec la CEPALC, où nous allons présenter la publication conjointe sur la réponse à la crise du COVID-19 social, et l'impact que ceci a sur le développement social, la santé et l'économie. Nous vous invitons à participer à cette séance demain jeudi à 10 heures, heure locale de Washington. Et nous avons mis sur le chat, le bouton chat, le lien pour que vous puissiez vous inscrire et participer demain à cette séance. Et le docteur Etienne s'en chargera et Madame Barcelas de la CEPALC s'en chargera également. Merci beaucoup d'être connectés et nous continuer en contact. Merci beaucoup à tous.